Merci à tous de nous rejoindre dans la grande édition de cette semaine sur A12. Premier gros titre de l'actualité, ce lundi 9 janvier, la crise politique au Brésil. Des partisans de l'ex-chef d'État Jair Bolsonaro ont occupé durant plusieurs heures la veille dimanche 8 janvier les locaux de plusieurs institutions à Brasilia, la présidence de la République, la Cour suprême ou encore le Congrès. Tous ont été transformés en théâtre d'affrontement avec les forces de l'ordre. Le nouvel homme fort du pays, Lula da Silva, réagissait très vite en promettant des sanctions contre les fauteurs de troubles. La scène qui s'est déroulée ce dimanche au Brésil rappelle l'assaut du Capitole à Washington. Plusieurs milliers de partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ont pris d'assaut le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès à Brasilia, la capitale. Une invasion condamnée par le nouveau président. Ces personnes doivent être punies de manière exemplaire, afin que personne, jamais, n'ose, avec le drapeau national sur le dos ou avec le maillot de l'équipe nationale brésilienne, se faire passer pour des nationalistes, se faire passer pour des Brésiliens et faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Depuis l'État de Sao Paulo, où il est en déplacement, Lula da Silva a qualifié les bolsonaristes responsables de l'invasion et des saccages de vandales fascistes et promis qu'ils seraient tous retrouvés et punis. L'Union européenne a condamné l'assaut et assuré Lula da Silva d'un soutien total. Autre actualité majeure de ce début de semaine, la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022. La profonde crise diplomatique qui opposait Bamako à Abidjan depuis l'arrestation le 10 juillet de soldats ivoiriens au Mali a enfin connu son épilogue ce samedi 7 janvier. Les 46 soldats encore détenus ont été graciés par le chef de la transition malienne, Assimi Goïta. À leur retour à Abidjan, ils ont été accueillis en héros. Retour sur cette saga politico-diplomatique. C'est dans la soirée de ce samedi 7 janvier 2023 que les 46 soldats ivoiriens ont regagné Abidjan à bord d'un avion spécial affrété par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le chef de l'État Alassane Ouattara et des membres du gouvernement ainsi que les familles des soldats. Comme l'a dit le ministre de la Défense, vous étiez allé en mission. C'était d'ailleurs la 8e rotation pour 6 mois. La mission n'a pas été facile, mais vous voilà de retour exactement 6 mois après votre départ de Côte d'Ivoire. C'est une population en joie qui s'est déplacée massivement à l'aéroport pour accueillir les 46 soldats graciés par Bamako. Nous sommes en joie, nous sommes heureux pour le retour de nos soldats, pour revenir sur la terre. Ouais, c'est pour la joie, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Comme vous voyez, nous sommes heureux en joie ici d'être à côté de son Excellence Alassane Ouattara pour accueillir notre 46 soldats détenus il y a plus de 5 mois. Et c'est une satisfaction pour nous. Je suis tellement en joie, je suis dépassé, les mots me manquent. Qu'ils soient les bienvenus sur le pays natal. Rappelons que les 46 soldats avaient été arrêtés en juillet dernier et qualifiés de mercenaires par le régime de Bamako. Toujours ce lundi, nous vous parlions de la mort de l'ex-international camerounais Modeste Mbami. Le champion olympique est mort samedi en France à l'âge de 40 ans. Le joueur de football camerounais Modeste Mbami est mort au Havre en France à l'âge de 40 ans. Natif de Yaoundé, l'ancien international a été formé à l'Académie Kadji Sport puis au Dynamo Douala. Il débute sa carrière de professionnel en France dans l'équipe de Sedan en 2000 pendant 3 saisons avant de rejoindre le Paris Saint-Germain puis l'Olympique de Marseille. Modeste Mbami avait joué avec les Lions Indomptables pendant 9 ans entre 2000 et 2009 et leur avait fait gagner l'or avec un but décisif au JO de Sydney. Mardi 10 janvier, parmi nos principales informations, la présidentielle au Nigeria menacée par le climat d'insécurité. La commission électorale met en garde contre l'annulation du scrutin. Ce lundi, la commission a mis en garde contre les risques d'annulation ou le report du scrutin présidentiel de février en raison du climat d'insécurité aggravé de ces derniers temps. Samedi, une trentaine de personnes ont été victimes d'un rapt dans l'état d'Edo au sud-ouest du pays. À quelques semaines de la présidentielle au Nigeria, la commission électorale fait part de ses inquiétudes face à la situation sécuritaire du pays. Une situation telle qu'elle pourrait entraîner un report, voire une annulation du scrutin.
Le 25 février, les électeurs doivent désigner le successeur du président Muhammadu Buhari qui, après 2 mandats et un bilan jugé catastrophique par de nombreux Nigérians, n'a pas réussi à venir à bout de l'insécurité qui mine le pays. Que ce soit les attaques djihadistes dans le nord-est, les tensions séparatistes au sud ou encore la criminalité en hausse dans le nord-ouest et le centre, avec notamment une augmentation des kidnappings. Comme en témoigne ce fait divers survenu samedi dans l'état d'Edo où une 30aine de personnes ont été enlevées dans une gare alors qu'elles attendaient le train. La commission électorale avait déjà mis en garde récemment contre un risque d'intensification des violences pendant la campagne électorale, précisant qu'elle avait recensé au moins 50 attaques, dont certaines contre ses bureaux en seulement 2 mois. Le Burkina Faso ne fait officiellement plus partie des pays bénéficiaires de l'Africa Growth Opportunities Act AGOA. Le gouvernement américain a fini par mettre sa menace à exécution dès le début de cette année en réponse au manque de progrès enregistré dans le retour à l'ordre constitutionnel au Burkina. Reportage. Le Burkina Faso ne fait plus officiellement partie depuis le 1er janvier 2023 de l'African Growth Opportunities Act, la loi sur la croissance et les possibilités en Afrique. Ce retrait est intervenu à la suite de l'exclusion du pays de l'AGOA par les États-Unis, première puissance économique mondiale. Le gouvernement américain s'est à cet effet dit profondément inquiet des changements anticonstitutionnels récurrents au Burkina Faso. Toutefois, les États-Unis ont indiqué que des repères clairs pour réintégrer l'accord commercial seront soumis dans les prochains jours aux dirigeants burkinabés. Aujourd'hui, le Burkina Faso, malheureusement, aurait une économie fortement contrariée par cette suspension en raison de la rupture constitutionnelle aujourd'hui qui s'est perpétrée dans ce pays sahélien en tant que tel. Donc, très vite, nous estimons que le gouvernement des États-Unis doit assouplir les critères. En mars 2022, suite au coup d'État du mois de janvier de la même année, les États-Unis avaient mis fin au Millennium Challenge Account, un programme de coopération économique et d'investissement en raison des nombreux problèmes politiques qui régnaient dans le pays. Également, le 2 octobre 2022, les États-Unis avaient annoncé qu'ils excluraient le Burkina Faso de l'accord commercial liant les 2 pays en raison de l'absence de progrès vers un retour à la démocratie après les 2 coups d'État militaires dans le pays depuis début 2022. Le Burkina Faso est un pays agropastoral à vocation minière qui dépend essentiellement de l'économie cotonnière et de l'économie minière en dehors de l'agropastoralisme. Et près de 80% de la production cotonnière du Burkina est en direction des États-Unis, sans prendre en compte les produits miniers en tant que tels. Donc, voilà autant d'enjeux aujourd'hui. Une telle privation de cette opportunité va impacter négativement le budget de ce pays qui reste aujourd'hui confronté à des tensions budgétaires en raison de la montée des dépenses d'équipement militaire et de la demande sociale liée au mouvement des populations dans le nord du pays. Rappelons que l'African Growth Opportunities Act est une loi commerciale qui vise à aider les pays d'Afrique subsaharienne à accroître leur accès au marché américain. L'AGOA permet aux producteurs du continent africain d'exporter en franchise de douane aux États-Unis, marché de plus de 300 millions d'habitants avec une économie occupant la première place dans le monde. L'AGOA permet à des milliers de produits africains de bénéficier de réductions de taxes à l'importation sous réserve cependant des conditions à remplir concernant les droits humains, la bonne gouvernance ou la protection des travailleurs. Outre le Burkina Faso, 3 autres pays, à savoir le Mali, la Guinée et l'Éthiopie, sont également suspendus de cette loi commerciale des États-Unis. Les Brésiliens étaient encore sous le choc au lendemain de l'assaut contre les institutions dimanche à Brasilia. Dans les rues de la capitale politique brésilienne, beaucoup s'indignaient face à ce qu'ils considèrent comme un acte de vandalisme posé par les partisans de l'ex-chef d'État, Jair Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva a réuni ce lundi son gouvernement au palais du Planalto. La veille, le palais présidentiel avait été ciblé et saccagé par des hordes de partisans de l'ancien chef d'État d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Une invasion condamnée par ses habitants de la capitale Brasilia, interrogés par l'agence France Presse. Ce type de comportement n'est pas acceptable. Je ne suis pas du côté du vainqueur, Lula, mais je pense que c'est ridicule et absurde. La démocratie doit être respectée. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait hier. C'est du vandalisme et de la destruction de notre patrimoine. Si vous voulez exprimer votre opinion, vous devez l'exprimer d'une autre manière.
C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Des vandales qui détruisent notre patrimoine public. Je pense que c'est très mal d'envahir un bien public. Ce lundi toujours, le président Lula s'est également entretenu avec les présidents du Sénat, de la Chambre des députés et de la Cour suprême, dont les édifices ont également été pris pour cible et saccagés. Ensemble, ils ont condamné les actes qualifiés de terroristes survenus la veille. On en vient aux informations de ce mercredi 11 janvier et on démarre avec le déplacement de Benyamin Netanyahou à la frontière nord d'Israël. Pour le leader de la coalition de droite au pouvoir, il s'agissait d'inspecter l'état moral des troupes de Tsahal et de mettre en garde l'Iran et ses alliés de la région. Reportage. De retour au pouvoir, Benyamin Netanyahou maintient son cap. Pour sa première sortie en tant que chef du gouvernement, la destination n'est pas choisie au hasard. Accompagné de son ministre de la Défense, il s'est rendu à la frontière nord d'Israël et son message est clairement adressé à l'Iran. L'ennemi principal auquel nous sommes confrontés, c'est le régime terroriste qui règne en Iran et ses métastases en Syrie et au Liban. Nous sommes déterminés à combattre les tentatives de l'Iran de développer un arsenal nucléaire et à lutter contre toute tentative de l'Iran de s'établir contre nous sur notre frontière militaire nord en Syrie. Nous sommes déterminés à combattre les tentatives du Hezbollah de perpétrer des agressions contre nous depuis le Liban. Ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle nos lignes rouges seront avertis. De son côté, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a lui aussi rappelé que la sécurité dans le nord d'Israël était un enjeu important. Je suis venu avec le Premier ministre au commandement Nord pour surveiller de près l'état de préparation de Tsahal et des services de sécurité face à l'évolution des défis sécuritaires. Nous agirons fermement contre toute tentative de nuire aux citoyens israéliens et aux soldats de Tsahal. Un peu plus tôt, le Premier ministre et le ministre de la Défense ont rencontré des combattants. Ils en ont profité pour les remercier de leur dévouement pour la sécurité de l'État d'Israël. Cette visite intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu dans le pays. Et malgré la continuité de l'opération Briser la vague en Cisjordanie, le danger pour les forces de sécurité comme les politiques reste encore la frontière nord, notamment le Hezbollah et les menaces répétées de son chef Hassan Nasrallah, qui n'hésite pas à maintenir la pression sur Israël. Toujours dans l'actualité de ce mercredi, Chrysoula Zakharopoulou, la secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères, s'est rendue mardi à Ouagadougou au Burkina. L'objectif de ce déplacement était clair, calmer les tensions avec les autorités burkinabées. Depuis le 20 décembre dernier, le Burkina réclame le départ de l'ambassadeur de France. Le point dans cet élément. Tenter l'apaisement avec le Burkina Faso en proie aux violences djihadistes, c'est l'objectif principal de la visite de la secrétaire d'État auprès de la ministre française des Affaires étrangères à Ouagadougou. Chrysoula Zakharopoulou s'est longuement entretenue avec le président de la transition, le capitaine Traoré. La France reste disponible, mais elle n'impose rien, a-t-elle assuré à la fin de cet entretien. Je suis venue pour porter un message clair. Celui de la constance, de l'engagement de mon pays, de la France, dans un moment existentiel. En cohérence avec ces messages, la France reste engagée sur tous les plans humanitaires, sécuritaires, développement, au degré et dans les formes qui souhaiteront les autorités burkinabées. A été évoqué également Sabre, le contingent des forces spéciales françaises basé dans la région de Ouagadougou. Concernant leur Sabre, nous restons présents aussi longtemps que notre présence est souhaitée. Les militaires des Sabre sont bien présents en accord avec les autorités du pays. Nous sommes dans un pays souverain. C'est au pays de déterminer les choix de ses partenaires. L'opération Sabre compte près de 400 forces spéciales françaises. En octobre dernier, plusieurs centaines de Burkinabés avaient manifesté pour exiger le retrait de ce contingent. Cette visite d'un membre du gouvernement français intervient donc au moment où la France est contestée au Burkina Faso et alors que la question d'un rapprochement avec la Russie se pose dans ce pays déstabilisé par les violences djihadistes depuis 2015.
On vous l'annonçait également, près de 6 mois après le drame de Melilla, la justice marocaine a condamné ce mardi 13 migrants à des peines de 3 ans de prison. Le 24 juin dernier, des milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne tentaient de forcer le passage de l'enclave espagnole de Melilla. Les affrontements avec la police marocaine avaient fait au moins 23 morts. La justice marocaine a alourdi de 6 mois les peines de 13 migrants, les portant à 3 ans de prison ferme chacun. Ces 13 migrants faisaient partie d'un groupe de 2000 personnes qui avaient tenté de pénétrer par la force le 24 juin 2022 dans la cité autonome espagnole de Melilla située au nord du Maroc. Cette tentative a fait 23 morts parmi les migrants selon les autorités marocaines, 27 d'après l'Association marocaine des droits humains. Cap sur les informations de ce jeudi 12 janvier, notre première destination c'est la Somalie où le Puntland a déclaré en début de semaine son indépendance vis-à-vis du pouvoir central de Mogadiscio. Cette décision qui devrait être lourde de conséquences sur le plan militaire serait le résultat d'une mésentente entre l'actuel chef d'État Hassan Sheikh Mahmoud et le dirigeant du Puntland Saïd Abdullahi autour des conditions de partage des ressources publiques. Le Puntland, région autonome du nord de la Somalie, revendique son indépendance. Les autorités ont publié un communiqué dans lequel elles déclarent agir désormais en tant que gouvernement indépendant, en attendant qu'une constitution fédérale pour la Somalie soit rédigée et ratifiée par référendum. Depuis l'élection d'Hassan Sheikh Mahmoud à la tête de l'État fédéral de Somalie en mai 2022, les tensions avec le président du Puntland, Saïd Abdullahi Dani, battu lors de cette course, montent. Les deux dirigeants ne seraient pas d'accord sur les questions concernant la répartition des pouvoirs, l'exploitation des ports, celle des ressources pétrolières et gazières, ainsi que sur le droit de nouer des partenariats avec l'étranger. Selon leur entourage, les récentes rencontres entre les deux chefs d'État ne se sont pas bien passées. Depuis l'été dernier, les autorités de Garo, capitale du Puntland, perçoivent comme une tentative dirigiste de la part des autorités de Mogadiscio leurs décisions successives dans une république fédérale somalienne encore en construction. Une éclaircie dans le conflit militaire en Éthiopie, 2 mois après l'accord de paix signé à Pretoria entre le gouvernement d'Addis Abeba et la rébellion tigréenne. Les choses semblent porter enfin des fruits concrets sur le terrain. Depuis ce mercredi, les rebelles ont commencé à rendre leurs armes lourdes. Regardez. Au Tigré, les rebelles ont commencé à rendre leurs armes lourdes. Ce geste est un point clé de l'accord de Pretoria signé il y a plus de 2 mois entre le gouvernement éthiopien et les rebelles pour mettre un terme à ce conflit dans le nord du pays. L'accord de paix du 2 novembre prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès et communications vers cette zone qui est coupée du monde depuis 2021. Les combats dans la région avaient débuté en novembre 2020 après que le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée arrêter les dirigeants du Tigré qui contestaient son autorité depuis des mois et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires fédérales. Le bilan précis de ce conflit est inconnu, mais selon l'ONU, les 2 années de guerre ont déplacé plus de 2 millions d'Éthiopiens, plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine et rendu plus de 13 millions de personnes dépendantes de l'aide humanitaire dans le nord du pays. Pour en finir avec l'actualité de ce jeudi, on évoque l'affaire Noël Le Graët en France. Dans la tourmente après sa sortie virulente contre l'ex-meneur de jeu de l'équipe de France, Zinedine Zidane, le président de la Fédération française de football s'est retiré de ses fonctions ce mercredi pour faciliter le déroulement d'un audit sur sa gestion de l'institution. C'est son vice-président Philippe Diallo qui est en charge d'assurer l'intérim jusqu'à la publication des rapports de l'audit prévu pour la fin janvier. Dernière étape de la grande édition de cette semaine, l'actualité développée sur nos antennes ce vendredi 13 janvier. Ce mercredi, la rébellion du TPLF en Éthiopie a procédé à la remise effective de ses armes lourdes conformément aux exigences de l'accord de paix de Pretoria signé en novembre 2022. Ce geste marque une étape décisive dans la mise en œuvre de l'accord censé mettre un terme à 2 années d'un conflit particulièrement meurtrier qui a fait au moins 500 000 morts. C'est dans le camp d'Agoula, près de Mekele, la capitale du Tigré, que ces armes lourdes qui appartenaient aux forces rebelles du Tigré ont été remises mercredi aux autorités fédérales éthiopiennes.
C'était l'un des points clés de l'accord de paix de Pretoria signé le 2 novembre dernier sous l'égide de l'Union africaine et qui prévoit entre autres que le retrait des forces étrangères et non fédérales intervienne après le désarmement des armes lourdes tigréennes. Dans un tweet, le porte-parole du TPLF, Getachew Reda, a salué cette remise des armes lourdes et espère que cela contribuera grandement à accélérer la mise en œuvre complète de l'accord. Les forces du Tigré ont de plus affirmé avoir désengagé 65% de leurs combattants des lignes de front et depuis l'accord de Pretoria, les combats se sont arrêtés. Mais les rebelles dénoncent des atrocités commises par l'armée érythréenne et les forces de la région éthiopienne de l'Amara. Cependant, les accès au Tigré étant restreints, il est impossible de vérifier de manière indépendante la situation sur le terrain, notamment la présence des forces érythréennes. De leur côté, les autorités d'Addis Abeba ont refuté ces allégations. Direction Ouagadougou au Burkina Faso, le chef de la junte au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce mercredi son homologue bissau-guinéen, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Dans la capitale burkinabé, Oumarou Sissoko a promis que l'organisation apporterait son aide au Burkina dans la lutte contre l'insurrection djihadiste. Le point dans cet élément. La CEDEAO veut soutenir le Burkina et tous les pays en transition dans leur lutte contre la violence djihadiste. C'est ce qu'a annoncé le président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo, également président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, lors d'une visite officielle à Ouagadougou. On sait le problème, quand on dit le djihadisme, ça frappe toutes nos zones ouest-africaines et cela préoccupe beaucoup notre organisation qui est la CEDEAO. Et aujourd'hui, encore après nos échanges, j'ai compris beaucoup de choses qui se passent au Burkina. On va voir comment dans les médias soutenir Burkina. Le président Embalo s'est entretenu avec le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé au pouvoir depuis le coup d'État du 30 septembre 2022. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre et maintenir les échanges entre chaque pays membre de la CEDEAO. Ce n'est pas des sanctions, ce n'est pas pour imposer. La CEDEAO, c'est nous tous, nous sommes de la CEDEAO. Même aujourd'hui, les pays qui sont en transition, qui sont exclus de la CEDEAO, ils peuvent savoir, ils font partie de la CEDEAO. Arrivé au pouvoir après le renversement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le capitaine Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la CEDEAO sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Et pour terminer, aux États-Unis, les ennuis ont commencé pour l'actuel président Joe Biden. Le ministre de la Justice, Merrick Garland, a mandaté un juge ce mercredi au fin d'enquêter sur la découverte dans une résidence privée de Joe Biden de documents classifiés. Ces documents auraient été dissimulés lorsqu'il était encore vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017. De nouvelles révélations qui ébranlent le président américain. Un petit nombre de documents classés confidentiels ont cette fois été retrouvés dans la résidence privée de Joe Biden à Wilmington dans le Delaware. Ils datent de l'époque où il était vice-président de Barack Obama. Joe Biden a dû une nouvelle fois assurer sa communication de crise. Vous savez que je prends au sérieux les documents classifiés. J'ai aussi dit que nous collaborons pleinement avec le ministère de la Justice. Mes avocats ont revu des documents provenant de mon mandat en tant que vice-président. Ils ont découvert une petite quantité de documents en stock chez moi et dans ma bibliothèque personnelle. Le ministère de la Justice a été immédiatement notifié. Lundi déjà, la Maison-Blanche avait reconnu qu'une dizaine de documents confidentiels avaient été découverts dans un ancien bureau de Joe Biden. Des révélations qui font écho à la gestion, elle aussi problématique, des archives présidentielles de son prédécesseur Donald Trump. Il est actuellement dans le viseur de la justice. Le FBI avait saisi des milliers de documents, dont une centaine classés secret défense, dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Même si l'ampleur des documents stockés par Joe Biden est bien moindre,
L'opposition républicaine réclame une enquête. Un procureur spécial a déjà été nommé. Ça n'est pas arrivé qu'une seule fois. Il y a eu 2 endroits différents où se trouvaient des informations classifiées qui traînaient. Nous ne l'apprenons que maintenant après sa prestation de serment, alors que cela a été découvert avant l'élection. Un nouveau faux pas de l'administration Biden qui traite le président Trump d'une façon et le président Biden d'une autre. Une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs emails, lettres et documents de travail aux archives nationales. Le fait de détenir des documents classifiés dans un environnement non protégé constitue une faute grave de sécurité. C'est donc terminé pour la grande édition de cette semaine sur A12 Télévision, mais je vous signale donc avant de se dire au revoir que vous pourrez suivre juste après ce bulletin le reportage spécial réalisé par la rédaction à l'aéroport d'Abidjan à l'occasion du retour des 46 soldats ivoiriens le samedi 7 janvier. L'édition spéciale vous sera donc proposée. Restez donc connectés et à très bientôt pour une autre semaine d'actualité sur votre télévision. Au revoir.